Les jeunes qui arrivent avec une moyenne d'environ 69% au secondaire puis qui sont admis au cégep ont un taux de réussite de seulement 20%. C'est dramatique, hein? Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous et bienvenue à ce 30e épisode du balado Cette semaine à l'école. Aujourd'hui, on prend 25 ans de recul sur la grande réforme en éducation de 2001, celle qui devait faire du Québec un chef de file mondial en éducation. Deux voix d'expérience au micro. Nancy Goyette, professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et enseignante au secondaire au moment de l'implantation de la réforme, et Bernard Tremblay, ex-PDG de la Fédération des cégeps, qui a passé 35 ans à l'intérieur du système d'éducation. L'épisode d'aujourd'hui est propulsé par WordQ, le logiciel d'aide à l'écriture et à la lecture qui permet à chaque élève de trouver ses mots et de tracer sa voix. Vous êtes prêts? On commence ça tout de suite avec le bulletin de nouvelles. Deux nouvelles ont retenu mon attention cette semaine. Tout d'abord, Radio-Canada, sous la plume d'Alexandra Fortin. L'article porte l'éducation sous la loupe des jeunes à Trois-Rivières. C'est la coalition interjeune qui a tenu sa grande consultation jeunesse à Trois-Rivières, regroupant près de 1000 personnes. Je vous cite deux extraits de l'article. Les jeunes sont pessimistes par rapport à l'avenir parce que tout coûte cher. Ils n'ont pas de service et ils n'auront pas la même qualité de vie que leurs parents, explique Jennifer Robillard, directrice générale d'Interjeunes. Et elle ajoute, je pense que c'est à nous, à la fois comme adultes, comme organisme, comme gouvernement, d'être à l'écoute puis de ne pas contribuer à ce cynisme-là en disant, oui, c'est beau, je t'ai entendu, mais j'en tiens pas compte après quand je fais mes projets de loi. Et elle a 100% raison. Bravo à eux. Il faut parler à nos jeunes, il faut écouter nos jeunes. Moi, je le dis souvent, nos jeunes sont brillants, ils sont allumés. Et c'est eux, les citoyens d'aujourd'hui et de demain, qui vont devoir œuvrer dans la société, qu'on fait de notre mieux pour bâtir et entretenir avec eux et pour eux. Et je pense qu'il faut faire attention à ce cynisme-là de la jeunesse. Ils le voient, là, les enjeux, qu'on parle d'environnement, d'économie, d'accès à la propriété aussi. Et souvent, ce cynisme-là, mais ça génère des opinions, des fois un peu plus extrêmes, des enjeux pour la démocratie. Donc, écoutons-les et voyons ce qu'on peut faire pour améliorer leur situation. Bravo à eux de le faire. Une deuxième nouvelle qui a attiré mon attention, un peu partout là, dans les médias, entre autres sur une nouvelle réforme de l'éducation en Ontario. Donc, on parle des 25 ans de la réforme du Québec. Il y a aussi plusieurs projets de loi en éducation au Québec dans les 8 dernières années. Et là, il y en a un gros qui arrive en Ontario. Il y a eu plusieurs déficits dans les conseils scolaires qui ont mené à la mise en tutelle de plusieurs conseils scolaires. Il y a une volonté d'uniformisation pédagogique aussi par des ressources approuvées par le ministère, des évaluations standardisées, des critères de présence aussi qui comptent désormais pour une portion de la note finale en 9e, 10e, 11e, 12e année. Une réduction de la durée de la formation des enseignants. Plutôt que d'être 4 semestres sur 2 ans, ça devient 3 semestres sur 1 an, ce qui est toujours une mesure peut-être intéressante à court terme pour avoir plus de gens, mais probablement nuisible à moyen et long terme. Quand on réduit la formation, généralement, ça a des conséquences. Centralisation du pouvoir aussi au niveau du ministère et tenter de doter d'un bureau de soutien aux familles et aux élèves d'ici septembre 2026 pour faciliter la résolution de conflits. Donc, des gros changements, une centralisation, clairement, au niveau du ministère. On a vu ça au Québec dans les dernières années. On verra ce que ça donnera, mais c'est une tendance qu'on voit un peu partout qui, et vous allez l'entendre aussi dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense là, que ça va revenir, cette notion-là de il faut plutôt rapprocher le pouvoir des élèves et non le rapprocher du ministère. Mais certains gouvernements ont tendance à faire l'inverse. En tout cas, on verra bien. Alors, retrouvez tout de suite Nancy pour notre thème du jour. Nancy Goyette, professeure titulaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et spécialiste de la psychopédagogie du bien-être. Nancy, merci d'être là. Je suis contente d'être là aussi. Nancy, en 2001, le Québec a fait un virage assez ambitieux. Il est passé d'un programme par objectif, donc transmission de savoir, à une approche par compétences, savoir, savoir-être et savoir-faire. Le programme de formation de l'École québécoise a défini 9 compétences transversales, les fameuses compétences transversales, en 4 catégories: intellectuelle, méthodologique, personnelle et sociale et communication. Sur papier, c'était visionnaire. Mais dans les faits, il y a eu beaucoup d'opposition de la part de plusieurs groupes de la société. Pour finir, qu'on a focusé principalement sur les compétences disciplinaires. Et les compétences transversales sont restées en filigrane, peu ou mal évaluées. Puis dans un monde en plein changement, est-ce qu'on n'était pas des visionnaires sur la bonne voie? Nancy, 20 ans plus tard, c'est quoi la note que tu donnerais à la réforme et à notre application de la réforme?
Et moi, je donne pas de notes parce que je suis en évaluation de compétences. Donc, je vais te donner peut-être plus un commentaire constructif. Mais, OK, vas-y. Oui. Les commentaires, Non, j'arrête pas de dire les commentaires, ça, on comprend ce que ça veut dire un commentaire, ouais. contrairement à une note en pourcentage. Donc, quel Ouais. commentaire constructif ferais-tu sur la réforme? Oui, on est visionnaire. On est encore visionnaire parce qu'on inspire certains autres pays dans le monde. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de réticence au départ, mais ça, c'est normal. La réticence, ça vient avec le changement. Rendu aujourd'hui, je crois que le débat est plus à la même place qu'il y a là, 20 ans. Là. Je crois que c'est bien accepté, le développement là, des compétences là, dans nos milieux. Il y a des choses à améliorer encore parce que oui, comme tu le dis, et je pense que ça pourrait être quelque chose à améliorer dans les prochaines années. On va explorer les causes, peut-être, qui ont rendu difficile l'implantation de cette réforme-là. Et toi, quand ça a été implanté, tu étais enseignante au secondaire. Comment tu l'as vécu? Très mal. Ah oui. On comprenait pas. On comprenait comme enseignant. Là, j'étais quand même une nouvelle enseignante là, dans les années début 2000. On comprenait vraiment pas comment ça pouvait fonctionner. Notre formation avait été faite par objectif. Moi, j'étais le bac de 3 ans avant le bac de 4 ans. Donc, la dernière cohorte, oui, c'est ça, avant Oui, la réforme et du bac oui. et du programme. Puis il faut comprendre aussi que la formation des enseignants a changé avec cette réforme-là aussi pour que les enseignants soient formés par compétences aussi. C'était bien pensé, mais toi qui étais déjà en place dans une école là, avec tes collègues, donc tu dis que ça a été mal reçu quand même. Ah oui. Ah oui, parce que travailler, tu sais, comme en pédagogie par objectif, c'est pas comme travailler en pédagogie par compétence. C'est vraiment une autre posture au niveau de la pédagogie. Et quand c'est arrivé, on n'a pas eu nécessairement toutes les informations, toutes les formations adéquates pour se faire. Moi, j'étais enseignante de français, j'ai enseigné d'autres matières à cette époque-là. Et on était très en silo, très cloisonnés dans nos disciplines. Donc là, le développement des programmes par compétences et de l'interdisciplinarité, c'était quelque chose de très insécurisant pour tout le monde. Oui, parce que le défi au secondaire, les compétences transversales, justement, c'est transversal. Ça traverse les compétences disciplinaires, mais un élève qui a 5 ou 6 enseignants différents, ça prend une cohésion extrêmement forte dans le personnel pour arriver à faire cette évaluation-là, à prendre des compétences, des connaissances en géographie, histoire, puis de les appliquer dans une autre matière, ou les compétences de communication, les évaluer en histoire, par exemple. Alors qu'au primaire, un enseignant qui enseigne tout, là, qui est un généraliste, est peut-être plus dans un contexte favorable à l'évaluation et à l'enseignement de ces compétences-là. Mais pourtant, c'est des compétences qu'on va voir partout dans toutes les disciplines, puis les enseignants le font intuitivement ou informellement, tu sais, donc ils le font. C'est pas un surplus de tâches, ils le font, tu sais, résoudre des problèmes. Ben, on le fait en mathématiques, mais on peut le faire en histoire. Il y a eu une intention réelle de dire on va mieux former les futurs enseignants, mais peut-être qu'on n'a pas assez investi en temps et en énergie pour former les enseignants qui étaient déjà en place. Donc, clairement, ça semble avoir été un frein. Le troisième élément que mes recherches ont donné, c'était, entre autres, la gestion axée sur les résultats. Donc, la loi sur l'administration publique de 2000 amène chaque école à produire un plan de réussite avec des indicateurs quantifiables. Donc, quand on évalue les écoles par rapport à des indicateurs quantifiables, c'est plus facile de se retourner vers des notes, puis des notes veut dire aussi plus facile d'évaluer des savoirs. Donc, peut-être que, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur les défis d'implantation de la réforme? Et je pense que l'impact aussi, c'est par rapport aux parents qui reçoivent le bulletin. Parce que dans notre expérience d'élèves, nous, on recevait des bulletins avec des notes. Et là, quand on arrive avec des bulletins qui sont plus critériés, qui sont plus quantitatifs, là, avec des textes, on comprend pas, tu sais, il a-tu le 100% ou il l'a pas, tu sais, mais... Oui, c'est ça. Puis, c'est la je sais question pas si tu te souviens, à tous les jours, ça parlait de ça, des bulletins, des notes, puis je crois que c'était le gouvernement de Jean Charest qui était là à ce moment-là, puis il y a une décision au niveau du premier ministre de ramener les bulletins chiffrés, mais, tu sais, la réforme est restée là, mais on a changé la façade de la réforme qui est les bulletins, mais en changeant les bulletins et la formule d'évaluation, on affecte directement l'implantation de la réforme aussi. Là. Ça a créé une incohérence parce que c'est ça. L'évaluation des compétences, c'est pas comme évaluer des savoirs comme nous, tu sais, quand on allait à l'école. Ça a une complexité
Et il fallait que les personnels, les enseignants, apprennent à évaluer selon l'approche par compétences. Là, présentement, quand on est rendu en 2026, c'est plus nécessairement là, un défi épouvantable, là, parce que là, on a arrimé les choses. Mais au début, c'était quand même là, un défi. Moi, je suis pas un spécialiste de la réforme. Je me suis intéressé récemment, un peu plus en détail dans la théorie, mais je trouve qu'on a été des visionnaires extraordinaires, que malheureusement, pour des raisons politiques, de relations publiques, etc., on l'a mal implanté, entre autres au niveau de l'évaluation. Mais je peux pas croire que les gens qui étaient contre la réforme se rendent pas compte qu'en 2026, on enregistre l'épisode en 2026, dans un monde en complète révolution, entre autres à cause des technologies, que la clé qui rend l'humain différent de la technologie, ce sont les compétences transversales, les soft skills, la créativité, puis tu pourras les nommer, là, mais tu sais, ces compétences-là qui sont pas justement de ce que l'intelligence artificielle va faire si facilement, si on avait réussi à bien l'implanter, on aurait un des meilleurs systèmes d'éducation au monde en termes de préparation de nos jeunes au monde de demain, non? C'est un des facteurs qui fait qu'un système d'éducation puisse fonctionner. Mais il y a d'autres facteurs qui font en sorte que présentement, le système ne fonctionne pas, notamment par rapport aux conditions de travail qu'on offre, l'incohérence aussi de la gestion axée par les résultats, aussi le fait qu'on veut développer des générations là, qui vont être capables là, de relever les défis là, du 21e siècle. OK. On va aller en mode solution, Nancy, puis j'ai le goût de te donner une petite baguette magique et de te nommer ministre de l'Éducation là, pour quelques minutes en lien avec la réforme. Donc, en lien en disant comment mieux implanter, mieux développer nos jeunes en termes de compétences transversales puis de compétences non disciplinaires. Qu'est-ce que tu ferais demain matin pour faciliter, on va appeler ça ce transfert-là vers les jeunes? Premièrement, comme ministre de l'Éducation, c'est de décentraliser les pouvoirs pour les redonner aux écoles. Chaque école a un contexte, a vraiment une histoire, des personnes, des élèves différents. Donc, à partir de là, se concerter pour réussir à développer ces compétences transversales-là. Là, quand on parle de compétences transversales ou de soft skills, là, on peut nommer là, la créativité, l'esprit critique, la communication ou la collaboration. Ça, ces quatre, là, ça revient souvent dans les écrits. À quel point la cohésion, parce que amener une décentralisation des décisions, c'est nommé souvent, là, rapprocher la décision de l'élève. Ça, c'est une chose. Mais à quel point la cohésion de l'équipe d'adultes et de professionnels à l'école est importante pour enseigner ce qu'on veut enseigner ou pour bien guider nos élèves? Elle est hyper importante. Tu sais, c'est le cœur d'une école. S'il y a une concertation, s'il y a un leadership qui va être bienveillant parce que de plus en plus aussi, on se rend compte que dans nos sociétés, il faut préserver la santé mentale des personnes. Bref, si on veut des environnements qui sont propices au bien-être, à la bienveillance, au développement des compétences transversales, il faut redonner un pouvoir agir à ces personnes-là. Quand on parle de ces compétences transversales-là, quand on parle de communication, quand on parle d'entrer en relation avec les gens, de créativité, etc., à quel point c'est du ressort exclusif de l'école versus des parents, de la famille et de la société et de l'école? Toi, est-ce que tu dirais que c'est un tiers, un tiers, un tiers ou tu dirais non, c'est majoritairement l'école? Oh non, c'est vraiment une responsabilité partagée. Puis, dans notre société, on a tendance des fois à donner beaucoup de responsabilités à l'école. Oui, de plus en plus même. De plus en plus, quand on devrait s'engager justement comme parents, comme communauté. L'école, c'est un peu le centre d'une communauté. Hein? Je veux dire, les enfants y gravitent. Et tout, dans le fond, repose sur les interrelations. Tu sais. Donc, si les interrelations sont positives à la maison et à l'école, il y a beaucoup plus de chances qu'on développe nos compétences transversales parce qu'il va y avoir vraiment une posture bienveillante de tous et chacun. Pour les parents qui nous écoutent et qui se posent des questions sur comment, des fois, bien accompagner, bien encadrer leurs jeunes dans le développement de leurs compétences, j'ai fondé l'organisme aidersonenfant.com qui vise justement à outiller les parents face à ce que j'appelle les petits grands défis de la parentalité. Puis moi, je crois
fondamentalement que mon rôle de père et le rôle des parents, c'est d'outiller leurs enfants. En disant, les aimer, c'est pas assez. Pour les outiller, il faut les aimer. Tu sais. Donner de l'amour, c'est une façon d'outiller son enfant, mais c'est pas suffisant. Il faut les outiller. Puis quand on parle d'esprit critique, de capacité de communication, etc., c'est ça, outiller son enfant. Puis le parent a un rôle extrêmement important, est un grand influenceur de ça. Puis l'école l'est aussi. Puis tu en parles souvent de cette surcharge-là vécue à l'école. Puis on vient de parler de à quel point la réforme a été implantée à moitié ou en tout cas pas complètement. Mais malgré tout, les compétences transversales, les soft skills sont quand même un peu ou beaucoup enseignées à l'école, non? Oui, oui, oui. La méthodologie, c'est une compétence transversale, mais dès le primaire, les enseignantes vont montrer des méthodes de travail efficaces aux enfants. Là, je veux dire, c'est même au ça secondaire, se oui, fait, c'est ça. même au Ça se fait secondaire. partout, Là, je veux dire, c'est des compétences qui sont plus reliées de l'ordre intellectuel ou méthodologique. Ça, c'est beaucoup plus naturel par rapport à l'apprentissage disciplinaire, par exemple. Où on voit que ça achoppe un peu, c'est quand on parle des compétences qui sont plus personnelles, sociales, donc le développement identitaire de la personne, par exemple. Tu sais, ça, c'est une compétence transversale à développer à l'école. Et c'est là qu'on se sent des fois dépourvu comme intervenant parce qu'on dit, ben là, comment on fait ça? Oui, puis ça revient à dire au secondaire, qui doit le faire? Puis si c'est tout le monde, ben tout le monde veut dire personne. Tu sais, si tout le monde a la responsabilité de faire quelque chose, puis les profs étant en surcharge, vont dire, OK, ben l'autre prof va s'en occuper, puis moi, je suis en histoire, c'est pas important, ou moi, je suis en français, j'ai tellement de matière à enseigner que je peux pas m'occuper de ça. Puis c'est là où, des fois, ça peut tomber un petit peu entre les cracks. Oui, mais tu sais, le développement personnel et social, ben c'est de longue haleine, puis il faut faire une certaine réflexion aussi et aider les jeunes à réfléchir sur eux-mêmes, tu sais, pour se découvrir, savoir c'est quoi leur force, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs limites. Nancy, en conclusion, on est 25 ans plus tard. Là. Ça fait 25 ans que la réforme a été implantée. Tu ferais quoi si je te donnais la possibilité de prendre une décision pour le futur de cette réforme-là et de ce type d'enseignement-là pour nos élèves? Avec le chapeau du ministre de l'Éducation, c'est sûr que je retournerais en état généraux pour vraiment aller sonder la société québécoise sur ce qu'on veut pour l'éducation du futur. Ben, notre éducation actuelle, mais l'éducation du futur. Pas pour remanier au complet l'approche par compétence, par exemple, mais plus arrimer nos valeurs, la mission de l'école, pour vraiment développer des personnes qui vont être capables de relever les défis du 21e siècle, être capables de déployer justement les compétences là, transversales dont on a parlé là, tout au long de l'épisode. Nancy Goyette, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Carlo. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WordQ, le logiciel qui aide des dizaines de milliers d'élèves à travers la francophonie chaque année à surmonter des difficultés d'écriture sans faire le travail à leur place. Découvrez WordQ sur nureka.co. Mon invité aujourd'hui a passé 35 ans à l'intérieur du système d'éducation, d'abord à la Fédération des commissions scolaires et ensuite comme PDG de la Fédération des cégeps. Il a tout vu dans le système. Et aujourd'hui, on discute de lui, de ce qui va bien, puis peut-être des défis, entre autres au niveau collégial. Bernard Tremblay, bienvenue à cette semaine à l'école. Bonjour Carlo, merci de l'invitation. On le sait, en éducation, il y en a des défis. Puis on les entend tous les jours dans les médias, ces défis-là. Toi, qu'est-ce qui t'a gardé dans ce monde-là pendant 35 ans? Je crois vraiment que c'est la mission la plus noble de l'État et je pense vraiment que c'est ça qui permet de libérer les individus. Tu sais, au Québec, on le dit souvent, mais il faudra encore le répéter, on est passé d'une société sous-scolarisée, une des moins scolarisées en Occident, et on est aujourd'hui une des sociétés les plus avancées dans le monde, mais c'est jamais de l'acquis. Il faut toujours se battre pour garder cette position-là, puis faire en sorte que les gens soient bien, soient heureux, et je crois profondément que c'est l'éducation qui permet de faire ça. Au Québec, quand on parle d'éducation, on parle presque exclusivement du secteur jeune, primaire, secondaire, qui a comme la grosse part du gâteau du financement. Mais évidemment, le collégial et l'universitaire sont des blocs de formation extrêmement importants. La diplomation au collégial stagne depuis 20 ans. Pour les gens qui nous écoutent, là, comment est-ce que tu expliquerais cette situation-là? Je suis tellement content de t'entendre dire ça. C'est bien qu'on parle du primaire secondaire. Moi, je veux dire, je vais continuer de dire, on a un système d'éducation au Québec, là, puis il commence à la petite enfance, puis il finit au post-doctorat. Puis il faut le voir comme
On a vu effectivement dans les dernières années les jeunes progresser, le taux de diplomation augmenter, et ces jeunes-là, ils se retrouvent au cégep. Mais ces jeunes-là, souvent, ils ont des défis particuliers. Hein? On va parler, quand on est au primaire secondaire, des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Tu connais l'acronyme EHDA. Alors, au niveau collégial, on va parler des étudiants à besoins particuliers. C'est un autre terme, mais ça englobe beaucoup des mêmes choses. Et c'est une grande réussite. Ces jeunes-là, ils ne diplômaient pas avec le secondaire 5 avant. Maintenant, ils passent au cégep. Ça ne veut pas dire que dans l'été où ils passent du secondaire 5 au cégep, qu'il n'y a plus de défis, que les enjeux qu'ils avaient avant sont disparus. Et on n'a pas ajouté, dans les 20 dernières années, les ressources qu'on aurait dû ajouter pour continuer d'accompagner ces jeunes-là au niveau collégial. Les jeunes en difficulté ou en trouble d'apprentissage, entre autres au primaire et secondaire, qui graduent et qui vont au cégep à l'université, tu l'as dit, c'est une immense réussite pour la société. Puis en même temps, ce que ça a fait, puis corrige-moi si j'ai tort, ça a fait une vague d'élèves à besoins particuliers qui sont arrivés au collégial et à l'université dans un monde qui n'est pas habitué d'avoir ces élèves-là. Donc, tout ce qu'on appelle les mesures d'adaptation, les mesures d'accompagnement, les plans d'intervention, c'est comme si ça a frappé de plein fouet les acteurs du collégial et de l'université. Puis là, ils ont comme un changement rapide à faire. Et tu me disais, quand on se parlait en préparation de l'entrevue, le budget n'a pas suivi, là. C'est des milliards de dollars qu'on donne aux écoles primaires et secondaires pour les jeunes à besoins particuliers. Puis c'est à peine 100-200 millions au collégial. C'est sûr que quand on regarde la différence de financement, là, on ne peut pas prétendre que les services sont suivis au collégial. Les spécialistes le disent, 90 ou 95 de la population québécoise a la capacité d'aller au cégep. Alors, c'est pas parce que tu as besoin d'avoir un petit coup de pouce, un petit support, que on ne doit pas t'aider à poursuivre ta formation si c'est ton souhait. Hein? Parce qu'on se rappellera que, selon les données d'Emploi Québec, 90 des emplois du futur vont exiger au Québec un diplôme collégial ou universitaire. Et c'est vrai que, quand on regarde les 20 dernières années, le taux de diplomation au niveau collégial, il a peu évolué, mais avec l'arrivée de presque 20 c'est à peu près l'estimé qu'on a présentement, 20 de notre population étudiante qui est à besoins particuliers. Beaucoup vont te répondre, c'est un miracle que notre taux de diplomation n'ait pas diminué. Hein? Mais parce qu'on n'a pas les services là, d'une certaine façon, là, et donc il a fallu compenser d'une certaine façon. Mais une fois que j'ai dit ça, on a fait un grand chantier il y a quelques années, puis ça se poursuit, puis il y a des efforts vraiment concertés des cégeps. D'abord, dans chaque cégep, les gens se questionnent là-dessus, hein? Mais on a essayé de faire un mouvement concerté à la Fédération des cégeps par une analyse sur, c'est quoi là, nos enjeux de réussite et sur quoi on devrait travailler collectivement, le réseau au complet, ensemble, en priorité. Parlant de diplomation, il y a une statistique que tu m'as communiquée qui est vraiment surprenante et intrigante. Tu me disais que les jeunes qui arrivent avec une moyenne d'environ 69 % au secondaire puis qui sont admis au cégep ont un taux de réussite de seulement 20 %. Pourquoi est-ce que c'est comme ça, d'après toi? C'est dramatique, hein? Je pense qu'il faut faire le lien avec ce que je te disais. Ces jeunes-là qui, donc, avaient une moyenne générale au secondaire qui était correcte, mais qui n'était pas très forte, mais qui était correcte, évidemment, on peut présumer qu'ils avaient des services alors qu'ils étaient au secondaire. Ils arrivent donc dans un nouvel environnement, un environnement qui vise quand même à les rendre autonomes, mais qui a des moyens limités. Évidemment, les chances de réussite pour eux sont faibles quand on regarde des statistiques. Mais un des enjeux qui ressort clairement, c'est évidemment le français. L'apprentissage du français, il faut s'y intéresser, puis on en a beaucoup parlé au primaire secondaire, mais il faut évidemment donner des ressources pour accompagner ces jeunes-là au niveau collégial qui ont encore besoin donc de perfectionner leur maîtrise de la langue parce que c'est le vecteur de réussite qui souvent fait défaut. Beaucoup d'enseignants au collégial vont mentionner quelque chose comme un déclin de la qualité des compétences en français chez les jeunes qui arrivent au collégial par rapport à il y a 5, 10, 15, 20 ans. Le 69 % est un vrai 69 % ou c'est que l'école secondaire d'aujourd'hui réussit moins bien qu'avant à préparer les jeunes au cégep, même en situation de réussite? Je pense qu'on aurait plutôt intérêt à travailler sur une meilleure connexion entre le secondaire et le cégep pour s'assurer que ce qui est appris au secondaire
avoir la capacité de mieux communiquer entre les ordres d'enseignement, d'avoir des tables de discussion. Ouais. Je sais que sur une base locale ou régionale, il y a des cégeps et des écoles secondaires où il y a ce genre de partage-là. Et je pense que ça, c'est une clé. L'autre élément aussi, je te dirais, c'est que je pense qu'il faut aussi arrêter de se dire que l'apprentissage du français, là, ça devrait se terminer en secondaire 5. La langue, c'est complexe. La langue française, elle est difficile. Moi, je donne toujours mon exemple personnel en disant, vraiment, là, mon français s'est amélioré au cours des ans durant ma carrière. Et si je regarde quand je suis sorti de l'université, comment j'écrivais, j'ai honte aujourd'hui. Donc, plutôt que de dire ils n'ont pas le niveau, ben regardons où sont les lacunes, travaillons pour améliorer évidemment ce français-là tout au long du parcours collégial. Ça se fait déjà, mais je pense qu'on a besoin encore plus de moyens pour être capable de bien accompagner les jeunes. Puis, je dirais la même chose au niveau universitaire, probablement. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à cette nécessité-là de cohésion entre les différents acteurs. Parce que quand on regarde les commentaires, les profs du collégial blâment le secondaire, les profs du secondaire blâment le primaire pour les piètres connaissances ou compétences des élèves. Donc, clairement, tu sais, on pèle en arrière là, le blâme. Mais toi, tu plaides pour un système d'éducation, alors qu'au Québec, il est souvent segmenté en deux. Hein? Il y a le primaire secondaire, puis après ça, il y a les études supérieures, cégep, université. Des fois, c'est un ministre, des fois, c'est deux ministres. Ça changerait quoi vraiment d'unifier ça, pas juste dans la structure, mais dans la philosophie? Moi, j'ai connu un ministère de l'Éducation qui incluait l'enseignement supérieur. J'ai connu, donc, par la suite, là, deux ministres avec deux structures. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais je pense que c'est clair que quand il y a plusieurs structures, ça crée un réflexe un petit peu justement de silo, puis un réflexe de s'opposer aux autres niveaux. La réalité, c'est ça aussi, c'est que c'est plus facile de travailler tout seul, oui. Mais c'est plus porteur de travailler avec d'autres, mais c'est plus exigeant de travailler avec d'autres. Alors, si on veut que les gens travaillent avec des structures ou avec des partenaires, ben il faut leur donner des incitatifs. Puis, je ne parle pas d'incitatifs financiers, mais il faut leur donner les moyens de le faire. D'autant plus que c'est le même élève dont tout le monde vise la réussite. C'est un peu comme si dans le système de la santé, les CLSC puis les cliniques, c'était un ministère, puis après ça, à l'hôpital, c'était un autre ministère. Mais c'est le même patient, puis c'est dans son cheminement où il y aura un changement de ministère. Ouais. Donc, la réussite au collégial universitaire commence au Presco. Elle commence pas quand l'élève met le pied dans la porte du cégep. Mais le danger, tu sais, Carlo, puis je suis content que tu fasses l'analogie avec la santé, c'est qu'on se retrouve avec un monstre absurde comme on a du côté de la santé. Hein? Puis moi, je plaiderai toujours pour des petites structures. La force du réseau collégial, c'est quoi? Hein? J'avais l'habitude de dire c'est un grand réseau de petits établissements. Parce que les cégeps, ça reste les plus petits établissements publics à peu près maintenant, là, parce qu'on a tout fusionné autour. Alors, on a la force on a l'espèce de capacité de réaction, puis d'innovation, puis en même temps, la force du réseau qui se combine. Alors, je pense que dans le cas de l'éducation, il faut trouver une façon de garder les structures de taille humaine. Je pense qu'on ne veut pas encore plus de fusion de centres de services scolaires ou de fusionner d'autres structures, mais en même temps, de faire en sorte que cette collaboration-là, elle soit possible au-delà donc des structures. Et ça, moi, je pense que on n'a pas beaucoup réfléchi à ça au Québec et on devrait travailler dans cette perspective-là parce que, comme tu dis, le jeune, là, on le prend au préscolaire, là, puis on devrait chercher à l'amener le plus loin possible. Peu importe où il va aller, mais le plus loin possible. Et là, pour terminer l'entrevue, j'ai une bonne nouvelle. Je te donne une baguette magique, Bernard, puis je te laisse mettre en place une ou deux réformes qui feraient un monde de différence pour les jeunes, pour le système. Tu fais quoi avec la baguette magique? Oui. Là, tu ne me trouveras pas très original. Hein? Je vais te parler d'états généraux sur l'éducation. Le monde entier évolue. Le monde entier évolue, puis on s'en rend pas compte. Il y a beaucoup de pays qui sont très actifs en éducation. Et nous, sincèrement, on est un petit peu assis sur nos lauriers depuis trop longtemps. Donc, de penser qu'on pourrait faire des états généraux, ça me rebutait un peu, surtout qu'on a manqué notre chance en 1995. On avait une belle réforme de l'éducation, puis elle a été bousillée après dans sa mise en œuvre. Hein? Mais aujourd'hui, dans l'état des choses, je pense qu'on est dû pour une grande discussion démocratique, ouverte, où les gens parlent d'éducation. Des lieux avec la disparition... Non partisane. Non partisane. Avec la disparition des commissions scolaires, on a perdu un lieu démocratique important au Québec.
moi, je le regrette amèrement, cet exercice-là. D'abord, il faudrait que tout soit sur la table, même si je pense que nos structures sont assez solides, là, scolaire, primaire, secondaire, cégep, université. Je pense pas que ça soit à remettre en question, mais il faut être prêt à tout remettre sur la table. Je pense qu'il faut surtout remettre sur la table, comme comme malheureusement, comme on l'entend de certains, qui disent être pour des états généraux, mais dans la mesure où ça touche pas à l'école à 3 vitesses, je regrette, là, mais l'école à 3 vitesses, c'est une réalité. Ouais. Puis il faut qu'on s'en parle, puis il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, c'est important. Mais au-delà de ça, avec évidemment les nouvelles technologies, avec l'évolution évidemment des valeurs aussi de la société québécoise, je pense qu'on est dû pour vraiment un grand exercice là de type état généraux sur l'éducation. Puis finalement, je terminerai en disant, un peu dans la foulée de notre discussion, mettre en place des meilleurs mécanismes de collaboration entre le secondaire, le cégep et l'université. Moi, il y a quelques années, j'étais allé en Suisse où le système dual existe et sur les abribus, il y avait des publicités qui disaient « Fais coiffeuse, deviens ingénieur hydraulique. Fais mécanicien, deviens... » Alors, l'idée étant que tu peux prendre ce parcours pratique et il s'emboîte, ce qui n'est pas le cas dans les cégeps, c'est-à-dire au Québec. Dans les cégeps, ce qu'on a réussi à faire, c'est des DEC-BAC. C'est une belle réussite, mais on devrait être capable de faire des DEP, DEC-BAC. Je pense qu'il y a un intérêt, un appétit de nos enseignants collégiaux pour parler avec leurs collègues des universités, parler avec leurs collègues du secondaire et vice-versa. Et donc, de créer des espaces où on a donc cette collaboration plus renforcée entre les établissements. Moi, je pense que ça serait utile et évidemment important pour la réussite de nos jeunes. Donc, voilà, je te dirais, ça serait ma première journée comme ministre. Oui, c'est ça. Une petite journée au bureau. Une petite journée au bureau, voilà. Bernard Tremblay, ex-PDG de la Fédération des cégeps, merci beaucoup. Merci, Carlo. Ça a été un plaisir. Si je retiens une chose de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on manque pas de vision au Québec. Mais on manque un peu de courage collectif pour finir ce qu'on a commencé. La réforme de 2001, c'était pas une erreur. C'est sa mise en œuvre qui a été problématique. Puis à l'heure où l'intelligence artificielle redéfinit la valeur du travail humain, les compétences transversales, l'esprit critique, la créativité, la communication, la collaboration, ce n'est plus un luxe pédagogique. C'est l'assurance-vie de la prochaine génération. Cette semaine, parlez d'états généraux de l'éducation à une personne autour de vous. Un parent, un collègue, un élu même. Parce qu'une grande conversation, ça commence toujours par une petite. Merci à Nancy Goyette, merci à Bernard Tremblay pour ces conversations très lucides et on se revoit comme d'habitude la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos élèves.